Mon colonel, les militaires français qui ont participé à l'opération turquoise en 1994 ne sont pas contre une reprise des relations diplomatiques, si j'ai bien compris, entre la France et le Rwanda. Ils estiment qu'il y aurait pu y avoir un préalable auparavant et sont même un peu choqués de voir qu'aujourd'hui, M. Kagame a vu dérouler un tapis rouge pour sa venue à Paris en visite d'État en l'absence remarquée du ministre français des Affaires étrangères. Alors quel est votre sentiment aujourd'hui sur cette visite? Quelle est votre réaction? Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire ou de le dire ailleurs, je pense que cette visite est fondamentalement choquante pour deux raisons principales. Là, c'est l'ancien officier de l'opération turquoise qui s'exprime. Monsieur Kagame a fait proférer par son régime, il y a 3 ans, en août 2008, des accusations extrêmement graves, mensongères et calomnieuses, qui sont regroupées dans un rapport de quelques centaines de pages qui s'appelle le rapport Mussio. Ce rapport est émaillé même de faux documents, de faux facsimilés. Ce rapport, pour moi, est un pavé dans la mare qu'il a jeté un peu comme une réponse du berger à la bergère suite aux accusations portées et au mandat délivré par le juge Bruguière un peu avant, qui avait valu à la France et au Rwanda d'ailleurs de rompre leurs relations diplomatiques. Ce rapport est donc un rapport purement politique, c'est une instrumentalisation de l'histoire, c'est une désinformation majeure. Je considère que la France, en tant qu'État, ne peut pas entretenir des relations avec le Rwanda en tant qu'État à partir du moment où il y a des accusations aussi graves portées non seulement contre l'armée française, mais contre la France. Car à ce rapport est indexé une liste de 33 noms pour M. Kagame de présumés criminels contre l'humanité, criminels de guerre, parmi lesquels vous trouvez François Mitterrand, Dominique de Villepin, Alain Juppé, Hubert Védrine et quelques autres, et puis des militaires dont je suis. Je rappelle en ce qui me concerne que j'ai passé en tout et pour tout 2 mois de ma vie au Rwanda, entre de fin juin 94 et la fin août 94. Époque où on nous reproche en même temps de n'être intervenu que tardivement pour faire cesser le génocide. Donc je vois pas comment je serais responsable de ce génocide. Donc ça c'est vraiment le préalable. Le deuxième aspect pour lequel cette visite me choque beaucoup, c'est que M. Kagame est tout sauf un homme épris de valeurs humanistes et de liberté, de respect des droits de l'homme. J'observe le traitement qui est réservé aujourd'hui à son opposition, opposition démocratique, opposition qui est dédouanée des responsabilités dans le génocide, j'insiste bien, parce que sinon ce serait une autre paire de manches évidemment. Mais donc, ça fait 2 motifs principaux pour lesquels je pense que la France n'a rien à gagner à cette visite au son des tambours et des trompettes sur les tapis rouges et sous les ordres de la République. Alors en France, il y a un traditionnel clivage gauche-droite, et là, chose exceptionnelle, c'est le Rwanda. Les gens de gauche comme les gens de droite partagent la même opinion. C'est aussi vrai chez les civils que chez les militaires. C'est quand même assez rare pour le signaler. Oui, c'est vrai, vous avez raison de signaler. Vous avez des personnalités de gauche comme M. Kiles ou M. Védrine qui sont intervenus récemment auprès du président de la République pour faire échouer ce projet de visite. Vous avez la position de M. Juppé qui est très claire, qui est parti aux antipodes pour éviter d'avoir à serrer la main à Kagame, et il l'a dit clairement. Vous avez, je crois, un véritable consensus. On a un collectif de députés qui s'est manifesté, de droite comme de gauche. Il y a un véritable consensus qui est transverse, qui est national, je dirais, patriote, qui fait que cette visite choque énormément de monde aujourd'hui, énormément de monde. On en voit d'ailleurs les échos dans les médias. Je pense que c'est une véritable erreur. Là, on peut quand même se déroger. Comment se fait-il qu'on déroule le tapis rouge à Paris pour Kagame alors que le Premier ministre espagnol, le Premier ministre belge ont refusé de le recevoir dans leurs pays respectifs? Oui, parce que ces pays, à mon avis, sont un peu en avance sur nous. Pourtant, le constat est public que Kagame, encore une fois, non seulement n'est pas un grand démocrate, non seulement réserve un sort peu enviable à son opposition démocratique. Quand vous faites tondre une femme d'une 40aine d'années qui est votre principale opposante et qui a le courage de venir se présenter depuis l'Europe où elle coulait des jours faciles contre vous à l'élection présidentielle, et vous l'achetez en prison au secret avec interdiction de voir qui que ce soit, ce sont quand même des pratiques qui méritent d'être rappelées à nos concitoyens pour leur dire comme on a de la chance de vivre en France aujourd'hui. L'Espagne et la Belgique ont pris la mesure de cette affaire, notamment parce que l'ONU a fait paraître récemment un rapport, qui est le rapport Mapping, qui explique la responsabilité directe de Kagame dans le génocide au Congo, qui s'est tenu dans l'est du Congo entre 1995 et maintenant, qui a vu des centaines de milliers de morts. On parle de 800 000 morts. On parle de 800 000 morts, c'est-à-dire
le même chiffre, hélas, qu'au Rwanda, et dont Kagame est alors là directement l'instigateur. Autant il peut prétendre ne rien avoir dans le génocide rwandais de 94, ce dont je doute personnellement, mais il peut se réfugier derrière la responsabilité évidemment des donneurs d'ordre extrémistes hutus de l'époque, qu'il a quand même, je pense, bien manipulé, mais autant il ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités dans ce nouveau génocide impressionnant, et l'ONU est très claire là-dessus. Donc je pense que les belles heures de M. Kagame sont finies. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui étaient les alliés traditionnels de M. Kagame, l'ont d'ailleurs lâché récemment. L'attitude de la représentation diplomatique anglo-américaine à Kigali a complètement changé à son égard. C'est pour ça qu'il vient en France, parce qu'il est à la recherche d'un relais, d'un nouvel allié influent au sein de l'Europe et de la Commission européenne, pour des raisons d'argent et des raisons de développement. Voilà ce qu'il vient chercher à Paris. Et l'intérêt de l'homme politique comme Nicolas Sarkozy, qui brigue un second mandat à la présidence de la République, de recevoir en France un personnage aussi peu attendu, aussi peu espéré par les Français, compte tenu de son passé. Et sur le plan politique, qu'est-ce que ça peut lui apporter? C'est une chose que les gens se demandent. Écoutez, je me le demande aussi, parce que je vous avoue que c'est un élément absolument incompréhensible pour beaucoup de gens, en particulier dans l'armée. On est à 8 mois ou 9 mois des élections présidentielles, et c'est quelque chose qui ne laisse pas de nous étonner. On est vraiment sidérés, parce qu'on n'en comprend pas la raison. Les chefs militaires n'ont pas pu aller en Australie ou en Chine accompagner le ministre français des Affaires étrangères qui a préféré être absent. Mais est-ce que vous ne pensez pas que dans tout cela, il y a un moyen de sortir de cette crise? Et pour vous, quel serait le préalable? Je pense, si vous voulez, qu'il ne faut pas écarter évidemment une certaine dose de réel politique. Il y a des enjeux. Le Rwanda lui-même ne représente pas grand-chose, mais il y a des enjeux stratégiques dans la région. Il n'y a pas de raison non plus de ne pas sortir d'une histoire dramatique qui oppose le Rwanda d'aujourd'hui et la France. Simplement, je pense qu'il aurait été éminemment préférable d'entamer des pourparlers discrets, voire secrets, avec le Rwanda en lui mettant sur la table que nous avons à reprocher au Rwanda d'aujourd'hui, en particulier ces accusations absolument honteuses, injustes et mensongères contre la France et l'armée française. Je pense qu'après le pragmatisme peut l'emporter, mais si ce préalable n'est pas respecté, on bâtit sur du sable et on est dans le flou. Tôt ou tard, cela montrera ses limites. Le Rwanda est une ancienne colonie de Belgique, rappelons-le. J'ai rencontré en Belgique plusieurs opposants rwandais. J'en ai rencontré aussi à Paris, il y en a dans d'autres pays d'Europe. Notamment, il y a des gens qui étaient très proches de Kagame auparavant. Ces gens l'ont quitté. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui, ce soit pratiquement un homme, sinon seul, mais pratiquement seul? Justement, je dirais que ce qu'il y avait de meilleur au FPR, au Front patriotique rwandais, qui l'entourait, ses plus fidèles compagnons d'armes, les plus honnêtes, les plus droits, les plus justes, les plus désintéressés, ceux qui avaient vraiment un idéal, aspiraient à la construction d'un autre Rwanda que celui que Kagame a construit. C'est la raison pour laquelle il connaît tant de défections dans son propre camp. Ses compagnons d'armes, parmi les premiers, les généraux Nyamwaza, Karegeya et bien d'autres, personnalités emblématiques du FPR. J'en connais quelques-uns avec lesquels j'ai les meilleures relations aujourd'hui. Ces gens-là, en fait, c'est la dérive totalitaire du pouvoir qui les a fait fuir et qui les a fait entrer en dissidence et qui les a amenés à créer leur propre parti d'opposition. Moi, ce que je souhaite au Rwanda, qui est un petit pays magnifique, qui est la Suisse des Grands Lacs, où il fait bon vivre, c'est que ce pays puisse retrouver avec les Rwandais de bonne volonté, Tutsi comme Hutu, Hutu comme Tutsi, puisse retrouver au terme d'un processus de réconciliation qui est difficile, mais qui ne pourra se faire que dans un grand respect mutuel des populations, un terrain d'entente pour bâtir un Rwanda nouveau. C'est possible, je suis convaincu que c'est possible, mais Kagame est le principal obstacle à ce Rwanda nouveau. Tout le monde s'interroge sur le rôle joué par M. Kouchner, ancien ministre français des Affaires étrangères, qui est un homme d'affaires aussi, qui a beaucoup travaillé avec les États d'Afrique et avec des sociétés privées et avec des sociétés américaines notamment. On parle de mélange d'intérêts. On se pose des questions. À votre avis, comment expliquer le rôle d'un ministre français des Affaires étrangères dans ce cas-là? Je connais pas bien M. Kouchner, que j'ai croisé en Somalie il y a maintenant pas mal d'années. Je le connais peu. Je note simplement que sur certains sujets, il est extrêmement raide, je dirais même psychorigide, et le Rwanda fait partie de ces choses-là. Il est un ami personnel de Kagame, qu'il a rencontré dans la rébellion avant la conquête du pouvoir par le FPR. Manifestement, il a eu un coup de foudre pour Kagame, donc il en a fait son ami et il n'a plus aucune espèce de pouvoir critique vis-à-vis de Kagame et de son régime.
Je pense qu'il y a un aspect un peu irrationnel, un aspect un peu, irrationnel et poétique là-dedans. Mais je pense qu'il n'y a pas que de l'irrationnel et de la poésie, il y a aussi un certain sens des affaires. Monsieur Kouchner parcourt l'Afrique et on le voit dans un certain nombre de capitales européennes aujourd'hui, à la tête de sa société de conseil où il se livre à des affaires. J'ai pas de jugement à porter sur la nature de ces affaires, sauf qu'il y trouve son content au plan personnel et financier. Voilà ce que j'ai à dire. Je ne vais pas plus loin parce que je pense que la position de M. Kouchner est une position dictée à la fois par l'idéologie et par l'intérêt. Alors, beaucoup de militaires français ont été meurtris d'apprendre que le président de la République reçoit officiellement Paul Kagame à Paris. Comment se fait-il que dans ce pays, ce soit une association comme la SAF, par exemple, l'association de soutien à l'armée française, qui soit obligée de faire des lettres au président de la République pour s'interroger sur le fait qu'on ne défende pas l'honneur de nos armées quand celui-ci est attaqué, surtout quand il a été attaqué comme il a été? D'abord, merci à la SAF et merci au général Pinard-Legris qui en est le président pour les positions courageuses qu'il vient de prendre sur ce dossier rwandais, avec lequel, je précise, il n'a aucun lien par ailleurs. Le général Pinard-Legris n'a pas servi au Rwanda, il ne connaît ce problème que de l'extérieur, mais il a évidemment volé au secours de l'association France Turquoise, qui avait été créée il y a maintenant 5-6 ans par le général Lafourcade et quelques autres, pour défendre l'honneur de l'armée française au Rwanda. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est qu'il y a beaucoup d'échos favorables, y compris dans le milieu politique, sur la réaction de la SAF et de France Turquoise. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que, commencer par le ministre de la Défense, je crois que le ministre de la Défense n'est pas un partisan de cette visite organisée à Paris. Je pense que le ministre des Affaires étrangères non plus. Et je pense qu'il y a un bon nombre de députés, y compris de la majorité, qui n'approuvent pas cette visite. C'est vrai que aujourd'hui, les voix qui se sont fait le plus entendre, évidemment, c'est les voix des militaires par le biais de la SAF et de l'association France Turquoise. Mais je crois qu'il ne faudrait pas ne voir qu'elle, car il y a eu d'autres voix, en particulier, on citait tout à l'heure, vous aviez raison de citer que c'est un consensus droite-gauche. On a entendu des voix, comme celle de Paul Quilles, manifester sa désapprobation totale de cette visite, en tout cas tant que M. Kagame n'aurait pas retiré le fameux rapport Mussio dont nous parlions tout à l'heure. Merci, mon colonel.